Bonjour à tous. Au programme de Smart Tech, une pièce de théâtre qui sera jouée ce week-end au Festival Off d'Avignon. Elle est écrite par 3 chercheurs, dont Laurence de Villers, qui nous fait la joie d'être en plateau avec nous. Laurence de Villers, la professeure en intelligence artificielle. Le programme, comme tous les jeudis, c'est également le débrief. On va parler de voitures autonomes, on va parler de lois pour sécuriser, réguler l'espace numérique. L'euro numérique aussi qui se précise. Cet accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur le transfert de données va aussi nous occuper. Et puis, évidemment, on parlera d'IA générative. En seconde partie de l'émission, je promets aussi un rendez-vous lecture. Et puis, on s'intéressera à une nouveauté en matière d'assistance chirurgicale. Mais d'abord, donc, à la une de Smart Tech, c'est le Off d'Avignon. Alors pour débriefer cette actualité, aujourd'hui j'ai convié en plateau Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle. Bonjour Philippe. Guy Mamoumani, entrepreneur business angel, ex-coprésident d'Open. Bonjour Guy. Bonjour. Et Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. Bonjour Henri. Bonjour. Et puis notre star du jour, c'est Laurence de Villers, qui professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheur au CNRS, on le sait tout ça. Mais alors ce qu'on ne savait pas, c'est que vous étiez également autrice de pièces de théâtre. Alors ça, c'est la surprise pour moi du jour. Qui a hacké Garouzia ? Il faut prononcer Garouz IA d'ailleurs. C'est une pièce de théâtre dans laquelle un chatbot joue le rôle principal. Alors il est incarné par une véritable actrice sur scène qui s'appelle Léa Thuil. C'est une pièce de théâtre qui est mise en scène par Lisa Bretzner et elle sera jouée les 15, 16, 17 juillet, donc ce week-end au Festival Off d'Avignon. Comédie policière écrite par 3 chercheurs scientifiques, je m'en étouffe, c'est original ça Laurence, comment vous vous y êtes pris ? Alors on l'a écrit avec Serge Abitboul et Gilles Dohec, juste avant la crise du Covid. Donc on a eu du temps sous Zoom pour écrire ensemble. C'est parti de l'idée que, en discutant avec Serge, qu'on écrivait beaucoup de livres sérieux, ouais. Et que c'est pas la meilleure manière peut-être d'atteindre tout le monde, et qu'il y a un vrai sujet derrière ces chatbots qui nous parlent, parce que c'est vraiment comme un chat GPT ce qu'on a fait, sauf que c'est pas du tout ça, c'est de la science-fiction, soyons clairs. Mais il y avait un facteur comique, il y avait un facteur de médiation. Le théâtre de l'absurde a toujours été intéressant. Faut en fait trouver dans cette matière riche le moyen de lier avec l'aspect comique, avec. Enfin, c'est truculent. Voilà. Une intrigue policière, donc voilà. Qui va permettre à ce chatbot de se replonger dans son passé. Alors, c'est sur la mémoire, sur la mémoire des humains. Et le chatbot, il existe que juste parce qu'il enregistre des données d'humains. Et donc, nous avons envie aussi, quelque part, de laisser une trace. Donc, ça va jouer aussi sur ce désir, en fait, d'être, pas immortel, mais en tout cas immortalisé via la capture de nos données. Et en même temps, cette machine qui, finalement, commence à interpréter des choses et qu'on a libérées. Normalement, une machine n'a pas le droit de garder les souvenirs des humains. Et celle-là, elle a été hackée. Donc, qui a hacké Garouzia ? C'est donc une intrigue policière. On va voir qu'en plus, parce que son passé est fait de différents propriétaires. C'est exactement ça, en fait. Ce fameux chatbot a eu plusieurs propriétaires qui sont décédés. Donc, il y a une enquête policière sur le pourquoi, le comment, en remontant le cours du l'été, comme on dit, le l'été étant l'oubli, pour aller chercher des informations qui permettraient de comprendre l'énigme. Alors, c'est amusant parce que c'est donc une machine qui apprend de nous, et donc on va la voir se transformer. Cette jeune fille est extraordinaire. Avec Gilles et Serge, on s'est beaucoup amusé avec les mots, avec le langage. Donc on a à la fois du San Antonio jusqu'aux Précieuses Ridicules. On a fait un feuilletage différents styles. C'est accessible vraiment à tout le monde et c'est plutôt comique. Tragicomique. J'ai vu même la metteur en scène parlait de burlesque parfois. Ouais, alors, c'est vraiment lâché. Quand même, j'avais une question parce que vous avez fait le choix, qui aurait pu être tout à fait différent, d'incarner ce chatbot sur scène par une personne en chair et en os, par un humain, une humaine en l'occurrence. Ouais. Est-ce que c'est pas jouer justement avec nos fantasmes sur cette idée que peut-être ces IA pourraient demain être comme des humains ? C'est une très bonne question. Alors, on la personnifie c'est un humain qui le joue.
ce chatbot, qui d'abord est un garçon puis une fille, vous allez voir, qui change complètement, qui s'adapte. Et on ne pouvait pas le faire facilement avec une machine. Cette finesse de jeu n'était pas possible. Et c'est jamais, on confond jamais. Il est toujours dans une position où il est machine. Ouais. Il est d'ailleurs dans une boîte. Pas d'anthropomorphisme, alors pas de biais d'anthropomorphisme. Je crois qu'on fait bien la distinction. Pour l'instant, on a eu un premier essai qui montrait qu'effectivement, on distinguait bien que c'était le chatbot et que c'était pas du tout la vision de l'humain qu'on essayait de montrer. Il est en fait enfermé dans une boîte et il est libre dans sa boîte. Sa boîte, c'est sa mémoire numérique. C'est en fait son imaginaire à lui. Ouais. Et donc, c'est de la métaphore en utilisant ces termes, puisqu'il apprend de nous et il crée des souvenirs qui sont en fait, comme ChatGPT le fait, de la suite de langage avec un algorithme qui est capable de construire cela. Alors nous sommes évidemment à la limite, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que c'est de l'anticipation du tout, on n'ira pas vers des machines proches de l'humain. On est là dans cette comédie burlesque pour montrer en fait des dialogues intéressants avec cette machine qui se pose des questions. Nous, ça nous fait nous poser des questions. C'est un miroir de nos questions. Elle n'a pas d'émotion, mais en même temps, tutti quanti, c'est sa façon de dire qu'elle en a. Donc, il y a des formes de langage qui nous ont beaucoup amusés. Et je pense qu'on aborde vraiment, en étant justement détaché d'une réalité, avec cette idée qu'on sera en interaction demain tous avec des machines comme celle-là. On aborde vraiment une espèce de co-construction intéressante pour le public. Alors, c'est une pièce en 4 actes, ouais. J'ai lu ça dans le dossier de présentation. Est-ce que c'est le temps de la réflexion ? Est-ce qu'il y a un processus comme ça qui nous emmène à pousser plus loin cette réflexion au fur et à mesure que l'intrigue se déroule ? Enfin, c'est le temps des humains. C'est un propriétaire, un deuxième propriétaire, un troisième propriétaire. Finalement, une intrigue. Et vous saurez, si vous venez la voir. Elle sera jouée aussi à Paris. Elle sera jouée dans plusieurs lieux. C'est ça. Alors, qui est Garouzia, donc 15, 16, 17 juillet au Festival of d'Avignon, au Grenier à Celles. Et la pièce sera également jouée en hommage à Michel Serres à Agen, le 11 novembre, à la Reine Blanche, et puis à Paris, fin 2024. Elle sera jouée à Paris. Non, elle sera jouée à Paris le 6 octobre. Ah, j'avais pas cette date. Pardon, ok. À l'ENS Saclay. Super. Et elle sera jouée aussi en 2024 à la Reine Blanche. Parfait. Eh ben, j'avais tout mélangé. Merci Laurence de remettre tout dans l'ordre. Laurence de Villers, professeure en IA. Vous restez avec nous parce qu'il y a d'autres sujets qui vont vous intéresser dans notre débrief. C'est tout de suite. Pour le débrief de l'actu aujourd'hui, Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, Guy Mamoumani, entrepreneur business angel, ex-coprésident d'Open, et Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. Laurence de Villers nous a fait le plaisir de rester professeur en intelligence artificielle, chercheur au CNRS, membre du CNPEN, donc Comité national pilote d'éthique du numérique, qui est à l'origine d'une note, d'un avis sur les enjeux éthiques liés aux IA génératives. Ça va faire une partie des sujets que nous allons aborder ensemble dans ce débrief de l'actu. Mais je voulais qu'on démarre d'abord sur ces voitures autonomes. Alors, est-ce qu'il faut freiner à un moment où on est plutôt en train d'accélérer, c'est-à-dire qu'on va autoriser en France des voitures de niveau 3 à circuler? On n'en aura pas beaucoup parce que pour l'instant, il n'y a aucun constructeur français qui propose de véhicules autonomes de niveau 3. Très peu d'ailleurs en Europe. Je crois qu'aujourd'hui, on a un seul constructeur qui s'y attelle, Mercedes. Quand même, cette question, faut-il freiner ou pas, elle se pose déjà aux États-Unis ou à San Francisco. On a des premiers soubresauts, peut-être pas des levées de boucliers, mais enfin des premiers soubresauts qui nous disent attention, il ne faut peut-être pas aller trop vite dans la mise en circulation. En l'occurrence, à San Francisco, la question se pose sur des robotaxis qui auraient l'autorisation de rouler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Personnellement, je suis contre tout freinage, contre toute interdiction. Donc, dès qu'on me dit ça sur le numérique, ça me hérisse. Je pense que c'est inéluctable de déployer le numérique, l'intelligence artificielle. En revanche, il faut le mettre juste après. Il faut être tout à fait attentif, prudent, régulé, de façon à ce que ça se fasse dans de bonnes conditions. Je voudrais juste reprendre une phrase de Luc Julia qui dit que je ne crois pas, il est bien placé, vous savez, Luc Julia qui est chercheur actuellement, patron de la R&D de Renault, et
qui a fait ses preuves dans Syrie et autres, qui rejoint un peu d'ailleurs Laurence de Villers sur cette peur de la prise de conscience de l'intelligence artificielle auquel on ne croit pas. Eh bien, il dit, moi, je ne crois pas à la voiture niveau 5, autonome niveau 5. Il suffit de mettre une voiture sur la place de l'Étoile pour le comprendre. Et je pense qu'il faut absolument faire attention à la façon dont c'est géré. Je suis d'accord que dès aujourd'hui, il n'est pas question de mettre des voitures autonomes dans les rues de Paris ou de San Francisco. En revanche, continuons à évoluer, continuons à chercher. Henri ? Je serais complètement sur la même position que Guy Mamoumani. Donc on ne freine pas, mais on y va prudemment. C'est-à-dire on y va quand même très prudemment, parce que le niveau 3 en France, ce sera 60 km/h sur des routes quand même spécifiques. On ne prend pas beaucoup de risques. Le sujet du véhicule autonome, c'est celui de la transition. Passer d'une situation où il n'existe pas à celui d'une situation où très probablement l'ensemble des moyens mobiles de type individuel auront très largement muté pour beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'édensifier la circulation. Et puis, ce que l'on sait, c'est que, enfin, en tous les cas, les modélisations montrent de manière très claire que dans des conditions où il n'y a que des véhicules autonomes qui interagissent entre eux, l'accidentologie, elle est réduite dans des proportions très considérables. Donc, ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a un point à viser, très probablement, pour réduire le nombre de véhicules, pour améliorer notamment cette accidentologie, et puis changer les modèles qui vont accompagner les modifications profondes dans la société, notamment pour des questions écologiques. On est dans une transition. La transition, évidemment, avec des véhicules autonomes de niveau 5, ça se passe pas bien, notamment sur la place de l'Étoile, à 19h. C'est-à-dire que la friction, c'est aussi avec les humains. Quand on a des automobilistes humains et c'est des ce que je dis, c'est la transition. C'est du véhicule non autonome et du véhicule complètement autonome. Donc il faut y aller au rythme où il est possible que la société accepte ce genre de transition. Et aujourd'hui, personne ne sait très bien quelles sont les échéances, parce qu'il y a derrière, il y a des modèles économiques à trouver, il y a une acceptabilité par la société, voilà. Et puis il y a du travail de technologie à mener qui n'est certainement pas abouti. Alors justement, parce que ces industriels, ils ont besoin d'expérimenter. Alors ça, c'est sûr, parce que l'apprentissage de la machine, elle se fait aussi dans le réel. Ah mais complètement. D'ailleurs, vous regardez, c'est très très marrant. Le nombre d'accidents en millions de kilomètres est strictement proportionnel au cumul. Donc vous regardez deux générations, les premières générations développées par Google, celles développées par Uber, l'ordre de grandeur du nombre d'accidents en millions de kilomètres est strictement proportionnel au nombre de kilomètres. Maintenant, moi je partage effectivement, et ceci montre que de toute façon ça va prendre effectivement beaucoup de temps, que les machines, comme de toute façon, sont pas habitués au comportement irrationnel, et les humains volants, notamment en Europe, peuvent être sacrément irrationnels, nous le savons. Pas qu'en Europe. Particulièrement en Europe, je trouve. Mais il y a un autre élément de régulation. Il y a deux autres éléments de régulation qui sont extrêmement profonds. Le premier est psychologique. On ne pardonnera jamais à une machine un accident qu'on excuserait auprès d'un humain. Il y a un truc là-dessus, c'est bon. Et ceci a une conséquence économique très directe, c'est la question de l'assurance. Et les assureurs sont vent debout contre l'accroissement de l'autonomie, parce que plus ça va, plus c'est difficile d'attribuer la responsabilité. Et vous comprenez pourquoi on a si peu de constructeurs européens qui s'intéressent à ce sujet, qui accélèrent eux sur ce sujet ? Simplement parce qu'ils n'y croient pas et qui pensent, et je pense que ça correspond à ce qu'on dit, que ça viendra de façon incrémentale en augmentant les fonctions d'autonomie sur les voitures. Et vous regardez sur les voitures qui ont déjà un début de fonction un certain niveau d'autonomie, la conduite, par exemple, en ligne droite sur une autoroute, les gens restent très prudents sur ce sujet. L'utilisateur lui-même n'est pas confortable. Psychologiquement, il ne fait pas complètement confiance à la machine. Vous avez la même chose dans le transport aérien. En réalité, un avion de ligne long range en phase de croisière est pratiquement autonome. N'empêche que vous avez toujours au moins une personne, et en général deux, dans le cockpit, et que le débat aujourd'hui posé par certaines compagnies aériennes, on pourrait n'avoir qu'un pilote, c'est techniquement tout à fait faisable, sauf les avions de combat, donc un pilote. En réalité, psychologiquement et en responsabilité, ils ne le feront pas, je pense. Laurence de Villers, est-ce qu'il faut aussi avoir réglé ce débat de la responsabilité de la machine, du logiciel, dans le cadre de la voiture ? C'est quand même assez important, ce sujet de la responsabilité.
Mais la responsabilité, elle est co-occurrente entre celui qui a construit le modèle et peut-être celui qui l'utilise, mais en aucune manière la voiture elle-même. Ouais. Hein. Donc je crois qu'il faut répéter cela à l'envi, parce que ça Il y a des fausses idées sur le sujet. de dire que les voitures vont devenir responsables, parce qu'il n'y a personne derrière. Hein. Ce sont vraiment des algorithmes qu'on met dans les voitures. Moi j'ai l'impression qu'on oublie un grand sujet quand même si je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est les infrastructures en fait. Parce que il faut absolument construire ces machines dans des infrastructures particulières que nous n'avons pas. Donc le schéma de Luc Julia, il est science-fiction aussi. On ne va pas mettre une voiture autonome au milieu d'une place bondée de voitures sans aucun stratagème autour pour contrôler. C'est tout à fait impossible. Donc ça n'a pas lieu de... Enfin, ça ne permet pas de comprendre, je trouve. Il faudrait se dire quelles sont les mesures à prendre, les indices autour des routes, la façon dont on va finalement mettre des rails ou des endroits où elles passent, qui permettent ça. D'autre part, il y a quelque chose d'intéressant qui est l'interaction voiture-voiture. On parle toujours d'humain, mais là, on pourrait imaginer qu'une voiture, par exemple, aide une autre voiture. On ne peut pas, on a du mal à imaginer maintenant. Donc c'est un futur qu'il faut construire en comprenant bien l'interaction entre la voiture et son écosystème, la voiture et l'humain à l'intérieur, mais aussi les voitures entre elles. Et puis, donc tout ça, il faut l'expérimenter. Je pense que surtout, il faut comprendre qu'on a besoin d'apprendre cela. On ne met pas quelqu'un au volant d'un avion sans lui avoir dit que, d'ailleurs, il y avait des erreurs comme ça qui ont été faites dramatiques, qu'il y a telle ou telle nouvelle fonction qui existe et qui va faire qu'on ne contrôle pas bien l'avion, qu'on ne comprend pas comment il se comporte. Moi, la première fois que j'ai une voiture qui a quelques qualités comme ça d'autonomie... Sachant qu'on parle souvent des Tesla ne sont que de niveau 2. Il n'y a pas que les Tesla. Non, mais je précise que c'est que du niveau 2. C'est que du niveau 2, mais bon, les Volvo, il y a d'autres voitures qui ont ce genre d'outillage. Et le début n'est pas évident, parce que la voiture prend la main alors que vous êtes en train de conduire. Donc ça demande un apprentissage. On ne va plus passer les mêmes permis de conduire. Et donc, ce besoin de faire passer au niveau à la fois l'apprentissage, l'écosystème, demande d'une réflexion mature. Et il ne faut pas dire on est pour ou on est contre. Bien sûr qu'on est pour, mais il faut le faire en engageant un écosystème. Avec une responsabilité humaine. On enchaîne justement avec ces enjeux d'éthique autour des IA génératives, puisque le Comité national pilote pour l'éthique du numérique a publié un nouvel avis sur ce sujet en réponse à une saisine du ministre Jean-Noël Barrot en charge du numérique et des télécommunications. Tout ça un petit peu de manière précipitée avec l'irruption de ChatGPT qui est arrivée entre les mains de tout le monde finalement. Donc il y avait urgence là à se positionner, Laurent, sur... Il y a urgence d'un point de vue économique parce qu'il ne faudrait pas louper ce train-là. Donc c'est important de comprendre que ces IA génératives qu'on maîtrise d'une certaine manière et qui ont aussi des capacités qu'on ne maîtrise pas encore complètement, sont des opportunités pour l'économie, sont des opportunités pour mieux comprendre ce qu'on peut faire sur l'écologie, ce qu'on peut faire sur la santé. On va trouver des nouveaux médicaments. C'est vraiment très positif. Quand je parle d'éthique, ça serait aussi pas éthique de ne pas comprendre ça, d'accord, de ne pas l'utiliser à bon escient. Maintenant, les cris qu'on a faits, c'est de dire, attention, pour l'instant, les forces qui montent sur des modèles de fondation que sont les large language models sont anglo-saxons. On a sur étagère des modèles qui sont à 80% avec des données en américain. Donc ça veut dire que le langage que nous parlons, qui porte le sens, la politique, qui est nos connaissances et nos avis et notre culture, va être peut-être mise à mal par cela. Donc il faut vraiment comprendre que c'est important. Et pour moi, ça serait important à la fois d'avoir un chat Bloom, si on a aussi fait des modèles en Europe, c'est-à-dire que tout un chacun, les enfants, pour leurs devoirs, etc., puissent utiliser des machines qui soient plus contrôlées et avec effectivement beaucoup plus de leur langue maternelle, et puis qu'on sache en recherche comprendre l'influence en fait d'une langue dominante dans un système comme celui-là, sur le résultat. Les problèmes culturels, les problèmes religieux qui vont être derrière tout ça, on ne les maîtrise pas, ni les utilisateurs, parce qu'ils ne sont pas aux manettes, ni les entrepreneurs, ni les grandes structures comme les géants numériques, Microsoft, Google, etc. Alors, je ne sais pas si vous pensez que la IACT répond à ces questions, mais Henri Dagrin, lui, était vent debout contre ce texte. Non, pas vent debout. Non, sur les IACT, ce que l'on se dit, c'est que aujourd'hui, tel qu'il a été pensé, et notamment dans sa version qui est sortie du Parlement et qui est aujourd'hui en négociation dans le trilogue avec le Conseil européen et la Commission, c'est un texte qui a des dispositions qui figent la législation
et qui va avoir des effets, à notre sens, assez négatifs dans la durée vis-à-vis de la dynamique technologique. Et aujourd'hui, il faudrait des systèmes, des modalités de régulation de ce domaine qui soient beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactives et qui permettent à des autorités administratives indépendantes, en plus on sait le faire sur d'autres domaines, à des autorités administratives, à des autorités dotées de la compétence, d'adapter en permanence la règle de droit applicable à un domaine technologique qui est en évolution de manière quasi explosive. Voilà. Oui, mais je pense que tu as raison, et les normes vont dans ce sens-là. Dans vos recommandations, justement, il y a des choses qui viennent assouplir cet AI Act ou le modifier par rapport au texte pas tellement actuel. sur le même... Alors, on avait... D'abord, on est 22 à... Ouais, ça fait on partie on était du 3 conseil il y du avait gouvernement. Et... Raja Chatila, moi-même et Alexei Greenbaum. Mais c'est un avis collectif. Ouais. Et donc, dans ce collectif, il y avait beaucoup de mesures. D'accord ? Donc on n'est pas tous avec le même avis. Certains freinent énormément, d'autres disent, comme vous venez de le dire, c'est important de tirer parti. Donc il ne faut pas que les normes nous empêchent, nous, en Europe, de propulser des choses intéressantes. Quand je disais un chatbot, ça permet de récolter des données. On n'a pas de données. Ouais. On ne sait pas en faire. Donc on se dit, dans l'industrie, on va créer des plus petits modèles pour des tâches précises, qu'on maîtrisera mieux. Et ça, pour le B2B, il y a énormément de choses qui vont être faites. Et il faut vraiment se dire que l'Europe est capable de le faire. Maintenant, au niveau du grand public, avec des outils comme un ChatGPT qui sont venus bousculer beaucoup, avec de la fascination, de la peur, comme vous l'avez très bien dit, là, je pense qu'on aurait aussi besoin d'avoir des outils de même tabac qui permettent aux enfants de jouer avec des choses raisonnables en filtrant plus que ça ne l'est. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'évaluation de la véracité des résultats, ça sera difficile à faire, mais il y a surtout des données sales à l'intérieur. Moi, je préférerais qu'on ait un outil plus pédagogique. Donc c'est important de comprendre que, de toute façon, il n'y a pas les sources. Quand ce système vous crée des sources, elles sont souvent fausses. Donc il faut monter en capacité de comprendre les mécanismes à l'école et partout dans la société. Et puis aussi que l'industrie s'empare de ça vraiment maintenant. Ça ne serait pas éthique de ne pas le faire. Allez, on enchaîne avec les autres sujets, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de faire réagir sur les autres thématiques qu'on a choisies. Transfert des données vers les États-Unis, donc c'est la Commission européenne qui a acté cette adéquation de la législation nord-américaine avec le niveau de protection exigé par l'Europe en matière de protection des données. Bon, alors, voilà, un accord, on va dire, a été trouvé jusqu'à ce qu'il soit à nouveau invalidé, ce qui semble à peu près probable, en tout cas pas sûr, mais assez probable, puisque Max Schrems a déjà dit qu'il avait déjà sorti, donc l'avocat autrichien avait déjà sorti tous les arguments nécessaires pour le faire invalider, comme il l'a fait précédemment avec le Privacy Shield. Et le Safe Harbor, en 2015. Voilà. Alors on revient sur le sujet Guy, qui est récurrent depuis des années. On en avait parlé lors de la publication d'un rapport d'Avila Numéris. Ouais. Il y a une Sur le véritable, RGPD. sur le RGPD, il y a une véritable contradiction, c'est comme ça que je le vois, entre d'une part la loi, le RGPD, la nécessité de protéger, de développer notre souveraineté, et puis le quotidien, le business, les échanges. Et on va être confronté à ce problème en permanence, en permanence. On a eu déjà de longues discussions. Et là, on parle du business des entreprises américaines, là. Oui. Pas d'une autre, Non, avec cet accord. pas uniquement, c'est pas vrai. Uniquement, mais ça revient au même, parce que c'est dans les deux sens. Je l'ai souvent dit. Comment voulez-vous dire à une banque, par exemple, qui est implantée aux États-Unis, de protéger ses données, de ne pas les échanger, de ne pas les pratiquer? Donc il y a ce problème-là qui va revenir en permanence. Alors là, on fait un peu preuve d'un peu de pragmatisme, j'allais dire, mais c'est illégal. Donc on le sait d'ores et déjà, et Schrems va se plonger là-dessus, et ça sera arrêté. Pour moi, le point de départ, de toute façon, Ouais, ce qu'on tend à oublier, que la Commission européenne fait semblant d'oublier, c'est que les bases de données des grands acteurs américains sont open bar pour les services américains. Il ne faut même pas l'oublier, ce qu'a dit Snowden n'a pas changé 10 ans plus tard. Donc de toute façon, open bar, c'est open bar. Bon, ok. Donc on peut... Alors ensuite, moi je suis mort de rire si vous lisez le détail de la création de la Cour américaine sous l'autorité du département de la justice américain, qui est censé instruire des plaintes des utilisateurs européens, c'est à mort de rire. Et ça me rappelle la Cour qui avait été créée en 2006 pour surveiller le fait que la NSA ne surveillait pas les
citoyens américains, sauf avis de justice. Bon, et dont le président a fini par démissionner en disant, en fait, cette cour n'a jamais servi à rien. Ouais. Alors, ce qui est assez quand même étonnant, c'est que la seule vraie mesure de sécurité, c'est pas les instruments juridiques, c'est de faire un cryptage extrêmement sérieux des données sur le cloud. Moi, je suis sidéré de voir combien dans l'industrie, y compris dans l'industrie sensible, le cryptage des données sur le cloud est pas à un très grand niveau. Franchement, et c'est la. On a reçu, j'ai reçu hier d'ailleurs Astran, qui travaille à apporter une réponse technologique à ce problème juridique. Donc, il y a aussi cette voie-là à explorer. Les Américains font leur boulot, ils ont des instruments de souveraineté. Henri n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. C'est vrai pour les données qui sont stockées, c'est vrai pour les données qui sont en transit, c'est faux pour les données qui sont traitées. Elles doivent être en clair. Et donc, dans une CPU... vous avez bien sûr. Donc, le chiffrement, dès qu'on est dans des produits en mode SaaS, ne sert à rien. Vous avez accès à des données en clair dès lors qu'elles sont dans une RAM et dans une CPU. C'est comme ça. Et l'activité des agences de renseignement américaines, elle n'est pas illégale, elle est parfaitement légale, très encadrée. Et ce qui vaut d'ailleurs... Elle est en contradiction avec notre loi. Elle est parfaitement légale aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Dès lors que l'on... Bien sûr. Il y a beaucoup de tacites dans cette légalité américaine. Non. Vous vous trompez. C'est une activité qui est très encadrée par les administrations. Avec nos lois. Bien sûr. Mais on a une contradiction, on a un conflit juridictionnel entre l'Europe et les États-Unis. Alors, je voudrais juste terminer. Je voulais montrer le député Philippe Latombe pour voir si vous en êtes à ce niveau-là. Lui a carrément exprimé sa colère dans un post sur les réseaux sociaux. Il dit que ça lui fait perdre ses dernières illusions sur la capacité de la Commission à s'affirmer face aux États-Unis. Non, mais il n'y a pas de choix, simplement. Non, mais Philippe Latombe est hors sol. Non, il est militant. Il est militant. Mais il faut quand même, la réalité en face. Une réalité dans les activités économiques. Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que c'est un accord gaz, armement, contre données ? Absolument pas. Toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité disent il faut quand même qu'on sorte de cette contradiction et il faut qu'on trouve des instruments qui fassent sortir les entreprises de cette insécurité juridique grave dans laquelle on les laisse. Exactement. Parce que c'est pas vrai qu'on va pas couper les activités entre l'Europe et les États-Unis. Ça n'arrivera pas et ce n'est pas souhaitable et personne ne le veut. Et à l'évidence, les États-Unis, c'est pas un ennemi. C'est bien entendu un concurrent économique, mais c'est un allié, et ce n'est certainement pas un ennemi. On ne le dira pas d'autres zones géopolitiques. Ça n'empêche pas notre industrie européenne à prendre sa place. Il y a quand même des enjeux de souveraineté sur lesquels ce n'est pas des copains non plus. Et bien sûr. Ça n'a jamais été des copains. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, et on est bien dans ce cadre-là. Donc le sujet pour adresser ce problème. D'abord, je suis assez d'accord avec vous sur les questions de crypto, etc. Qui sont importantes. Culturellement très en retard. Oui, mais enfin... Je vais revenir par exemple au Health Data Hub, où justement tout ça a été fait de façon extrêmement rigoureuse et extrêmement protégée, et la directrice vous répétera que ça respecte par conséquent le RGPD. Il n'empêche que Latombe et bien d'autres le critiquent, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais bon, moi je vous rejoins quand même, on a quand même ces outils. Mais il y a sur cette question de souveraineté, et que je soutiens, que je souhaite qu'on développe, il faut séparer le problème politique du problème économique. Le problème politique, certes, c'est au gouvernement et à d'autres de favoriser l'émergence d'outils français, européens qui nous développent la souveraineté. Et puis, une fois que j'ai dit ça, moi, je suis obligé de bosser. Ah non, bien sûr. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est ça que la question économique, c'est aussi laisser sa chance à une industrie numérique européenne d'émerger. Mais le paradoxe, c'est que s'il y a bien un domaine dans lequel on est bon en Europe, et notamment en France, c'est la crypto. Et moi, je suis très honnête, et alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Techniquement, vous pouvez faire aujourd'hui du traitement de données qui est chiffré en permanence. Ah non ? Ah si. Si vous voulez parler de chiffres... Vous avez une équipe de normaliens. Si vous voulez parler de chiffrement homomorphe, c'est encore un outil de laboratoire. Ça n'a pas aujourd'hui de conséquences opérationnelles. Vous avez des startups françaises qui ont des autoservices là-dessus.
Non, mais vous ferez jamais du Teams, vous ferez jamais du Microsoft 365 en chiffrement homomorphe. C'est pas vrai. C'est pas la question. Mais vous donc vos données dans Microsoft 365. Alors, moi, je parle des choses que je connais. Vous pouvez faire, par exemple, de la protection. Alors, vous pouvez faire le chiffrement homomorphe complet sur des données techniques, par exemple, et faire. Alors ça, vous faire fonctionner. C'est quoi? On fera un débat sur le sujet si vous voulez. Non, mais ça- On va- Ah oui, mais non, ça c'est vraiment possible. C'est entièrement nouveau, ça consomme beaucoup, ça a plein de contraintes, c'est vrai, mais il y a des domaines dans lesquels une vraie sécurité... En tout cas, d'avoir une approche technologique à ce Il y a sujet, un début de réponse possible. effectivement, c'est un début de Il y a un réponse. début de réponse. Moi, Laurence ce que Devillers. j'entends, à travers vos propos et que je connais dans la crypto, c'est que ça coûte très cher en énergie. Ça coûte très cher. Bon, alors, il y a une équation à faire. ChatGPT aussi. J'ai pas dit qu'il fallait l'utiliser à tout va. La question du transfert de données, d'ailleurs, ça intéresse directement ces modèles d'apprentissage. Oui, bien sûr. Non, mais c'est évident. Mais à chaque fois, je pense qu'il faut qu'on mette sur la table l'équation de la mesure écologique, c'est-à-dire combien ça coûte de faire ça, la cybersécurité, qu'est-ce qu'on arrive à sécuriser, de la liberté d'utiliser ou pas. Et puis, il y a un vrai sujet qui est, effectivement, on ne laisse pas la place aux Européens pour développer un marché vraiment économique propre à eux, puisque les États-Unis sont toujours là en train de pousser dans leur sens. Donc, comment on fait ça? Comment la commande publique peut devenir un peu plus maligne pour demander aussi à ce qu'il y ait la moitié des choses qu'on développe au niveau de l'État qui soient des mains des ingénieurs locaux. On dit qu'il faut travailler localement. Allons-y. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de détermination dans le gouvernement. Cette question de la décision politique, quand même. Parce que les gouvernements sont lents. Et une fois qu'il y a des effets d'échelle sur l'infrastructure, vous rattrapez. Non, ils ne sont pas lents, là. Non, c'est pas une question. En termes de commandes publiques, ils sont lents. Moi, je suis désolée, ils sont manettes, donc c'est à eux de faire des choses rapides. Alors, on va enchaîner avec lent, pas lent, vous me direz. L'adoption par le Sénat en première lecture du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, ça a été plutôt rapide sur ce sujet. Oui, la commande publique est lente. Si vous voulez, je voulais changer de sujet simplement. Il y a un problème de marché public en Europe. Oui, on est d'accord. Accélérons la façon de pouvoir... On est d'accord. Sur ces sujets de commande publique, est-ce qu'ils sont majeurs? Parce que c'est très bien de faire, par exemple, la loi sécuriser et réguler l'espace numérique. On n'aura pas le temps de parler de la suite, je vous préviens. Mais la souveraineté, une politique de souveraineté, c'est une politique qui articule de manière harmonieuse du réglementaire, les instruments d'une politique, le réglementaire, la commande publique et l'investissement public. Exactement. Et là, on manque encore de cohérence globale sur ces sujets, les faire avancer. On l'a toujours pas, cette cohérence. Et oui, alors, on enchaîne avec le sujet de c'est le principal problème. On aille plus vite en matière d'éthique qu'en matière de business, c'est quand même fou. Non, on ne va pas plus vite en matière d'éthique, je vous rassure. Bon, alors, est-ce que vous voulez parler ou non de ce projet de loi adopté en première lecture par le Sénat pour sécuriser notre espace numérique? Ça se passe en France, on revient chez nous. Et je disais, on a plutôt été rapide sur ce sujet, finalement. Rapide. En tous les cas, c'est un texte qui a trois grandes parties, dirons-nous. Des instruments juridiques qui vont permettre de sécuriser la vie numérique de nos concitoyens. C'est une excellente chose. Il y a une deuxième partie de précision sur ce que font les grands acteurs de la régulation en France, notamment la CNIL, l'ARCEP et l'ARCOM, la répartition des compétences. Et puis il y a une troisième partie qui est une adaptation de la législation française à deux grands textes importants qui sont le DSA et le DMA, le Digital Service Act et le Digital Markets Act. Et sur le DMA, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y a une mesure qui a dû vous intéresser, c'est ce qu'a ajouté le Sénat en matière de crédit cloud. Alors, sur les crédits cloud, la concurrence pour les crédits cloud, oui, c'est important. Et il y a des mesures qui sont notamment des mesures qui anticipent l'adoption du Data Act. Et qui vont interdire certaines dispositions pour renforcer la capacité de l'industrie du cloud et du numérique européenne, française et européenne, à se développer. Bon, on n'a pas le temps de parler de la suite. Je voulais juste qu'on termine avec une image. C'est cette sphère de Las Vegas absolument impressionnante. Donc un monument qui a surpris tout le monde sur les routes, qui a généré des embouteillages faramineux. 1,2 million de LED qui recouvre ce bâtiment. 2 milliards. Alors le coût, je l'ai, 2 milliards de dollars, madame. Voilà. Et nous aurons une version en Europe, puisqu'a priori on a la même chose à Londres. C'est très écolo, ça. C'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est de l'argent bien dépensé. Voilà, c'est dommage parce que si ce qui se passe à Las Vegas pouvait rester à Las Vegas, ça serait quand même bien. On aime bien toujours importer un peu ce qu'ils font. Merci
Merci beaucoup Laurence de Villers, professeur en IA, chercheur au CNRS, Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, Guy Mamoumani, entrepreneur business angel ex-Open et Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. À suivre, petite pause et on va parler de ChatGPT pour changer. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, la deuxième partie qui commence. On a démarré avec une pièce de théâtre cette édition. Bien, je vous propose de la terminer avec une lecture. Avec notre interview, Daniel Ishbia est connecté avec nous à distance. Notre interview avec ce journaliste spécialiste des nouvelles technologies et auteur de cet ouvrage ChatGPT, qui es-tu, paru chez Eni. Alors, Daniel, déjà, première question. Est-ce qu'on a la réponse? ChatGPT, qui es-tu? Oui, en partie, bien sûr, effectivement, totalement. C'est une intelligence artificielle, donc un programme qui tente d'émuler la pensée humaine. D'accord. Et lui-même répond comment à cette question? Il répond bien à énormément de questions, mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la plupart des gens ne l'exploitent qu'à 10%, et qu'en fait, on peut utiliser ChatGPT pour se challenger, que ChatGPT, la meilleure utilisation, c'est en fait quand on l'amène à ce que lui nous pose des questions. Ah, intéressant. Mais en fait, qu'est-ce qui peut, selon vous, nous apporter cet outil dans le domaine professionnel, mais aussi personnel? Énormément de choses, parce qu'en fait, là où ChatGPT est très fort, c'est pour résoudre des problèmes, des situations extrêmement complexes. Il faut vraiment considérer comme si on avait une dizaine de milliers d'experts à sa disposition. Comme si, en général, on connaît un expert en mécanique automobile, on connaît peut-être un expert en marketing. Là, on a tous ces experts à notre disposition, mais quand on appelle un expert, on ne va pas lui dire « Tiens, j'ai un problème avec mon automobile ». On va lui dire « Tiens, quand j'appuie, la seconde a du mal à passer ». On va lui préciser le plus possible. Plus on va être précis avec ChatGPT, plus il va pouvoir nous donner des réponses adéquates et judicieuses. Et alors, j'ai vu dans le livre, il est évoqué que ChatGPT sait faire des choses même insoupçonnées. Quand est-ce qu'il vous a surpris? J'ai donné un exemple. Je donne l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui est à New York, il lui reste $40. Il doit passer la journée, il doit déjeuner, il doit passer une après-midi agréable, il doit prendre le bus pour aller jusqu'à l'aéroport, enfin un moyen de transport pour aller à l'aéroport avec l'argent qu'il a. ChatGPT a trouvé une solution à $36. Ça paraît dingue. Et du coup, est-ce que c'est déconcertant? Parce qu'il y a aussi cette question de comment on envisage notre relation avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle générative. Il ne faut pas se tromper, ça reste du logiciel, ça reste du logiciel qui a appris déjà plein de choses et qui ne fait que nous les reformuler. Comment est-ce que vous traitez ce sujet de notre relation à ChatGPT? Non, réellement, on est dans un changement de civilisation et je ne vais pas dire que tout est rose. Il y a des points complètement inquiétants dans l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos vies. Pas seulement avec ChatGPT. On n'a que 5 minutes. Donc, mais par exemple, Palantir aux États-Unis, par exemple, essaye de faire comme dans Minority Report, de la prédiction du crime avant que les crimes se produisent. Donc, on est en train de changer d'air. Tout comme Internet nous a fait changer d'air, il va falloir s'y préparer. Il va falloir que l'arsenal législatif suive, parce qu'en général, ce sont les lois qui pédalent derrière et qui n'arrivent pas à suivre. Mais il faut protéger les individus, ça c'est sûr. La photo de couverture, je dois dire, n'est pas super rassurante, un peu inquiétante. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans votre ouvrage, c'est son côté pratique, qui nous apprend un peu finalement à rédiger des prompts, à savoir comment on doit s'adresser à l'IA générative. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple, comme bon conseil justement pour bien formuler ces prompts? Il faut considérer qu'on a un pote qui est un expert, mais quand plus on va lui spécifier le problème de façon précise, plus il va pouvoir nous aider de façon précise. Mais ce qui est intéressant, c'est d'inverser la relation. Je donne l'exemple. Demain, imaginons, j'ai un rendez-vous pour me faire un rendez-vous d'embauche. Je peux demander à ChatGPT de jouer le rôle de recruteur, de me poser des questions progressivement les plus tordues possibles, de me dire si je passe le test ou pas. On peut, je prends quelqu'un qui prend le train de temps en temps, il peut passer une demi-heure comme ça à se faire tester par ChatGPT. Ce sont des usages très intéressants. Et pas décevant. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles il ne sait pas répondre? Bien sûr, ChatGPT, son réservoir, c'est le passé.
Donc, il n'est pas bon pour prévoir le futur. Si vous lui demandez qui va être élu en 2027, en présidence de la République, la plupart d'entre nous pourraient faire des pronostics. ChatGPT n'y arrive pas. Ouais. Et alors, vous parlez de cette ère de l'intelligence artificielle en libre service dans laquelle nous entrons. Comment est-ce qu'on peut justement apprendre à reconnaître un contenu qui va être généré par une IA générative? Vous nous donnez quelques trucs? Oui, il y a pas mal d'applications, dont une de OpenAI qui est la société qui a créé ChatGPT. Il y a plusieurs, logiciels qui permettent de repérer des contenus qui ont été créés par ChatGPT, effectivement. Car c'est quand même très, très malsain, je veux dire, de savoir que des gens vont utiliser ChatGPT pour faire leurs devoirs ou même vous remettre une copie qui vous ferait même payer si vous demandez à des rédacteurs d'écrire, de savoir qu'ils l'ont fait avec ChatGPT. Donc, l'humain et l'intelligence artificielle doivent quand même chacun garder leur précaré. Daniel Ishbia, donc auteur de ChatGPT, qui est paru en juin, donc tout récemment, aux éditions Eni. À suivre, c'est notre séquence Où va le web? Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel assistant chirurgical en réalité mixte. La chirurgie 4.0, c'est maintenant. Je vous présente aujourd'hui le premier outil de prise de décision chirurgicale issu du métavers. Cette suite logicielle, c'est l'aboutissement du travail de la start-up française Abyss Medical. Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'elle vient de recevoir la certification américaine de la FDA pour déployer sa solution aux États-Unis. Son nom, Surgiverse, il est accessible grâce à un navigateur web. C'est donc un outil d'assistance chirurgicale et il assiste le chirurgien depuis sa préparation jusqu'à la procédure en bloc opératoire. La solution lui permet d'abord donc de planifier l'opération. Le chirurgien crée son dossier de chirurgie électronique dans lequel est modélisé en 3D un jumeau numérique de l'organe à opérer. À partir de l'imagerie médicale, il va pouvoir alors cartographier son intervention. Ensuite, Abyss permet évidemment de visualiser cette planification au bloc opératoire sous forme d'hologramme. Ça, c'est grâce à la technologie de réalité mixte du casque Microsoft HoloLens 2. Elle donne accès au dossier préparé en temps réel à tout moment de l'opération. La promesse, le chirurgien gagne en fluidité et gagne du temps, surtout, alors qu'aux États-Unis, en 2023, on dénombre un manque d'environ 20 000 à 30 000 chirurgiens, toutes spécialités confondues. Et voilà, c'était Smart Tech et c'était aussi la dernière édition avant le grand départ en vacances. Mais rassurez-vous, Smart Tech va continuer sur Bismart pendant tout l'été. Un rendez-vous pour revenir sur ces découvertes, ces débats, ces réflexions qu'on a eues ensemble autour des nouvelles technologies et du numérique. Je vous souhaite un excellent été à tous. On se retrouve fin août.